Le débat du Grand Direct, ce soir on va s'intéresser donc aux relations très compliquées qui existent entre le sport et la politique. On va partir de cette affaire qui fait beaucoup de bruit en Israël, celle de ce club de football arabe israélien, le club de Bnei Sakhnin, qui a reçu un financement venant du Qatar et qui a rendu hommage à celui qui lui a permis d'obtenir ce financement et qui est une personne recherchée en Israël pour avoir aidé le Hezbollah, ce qui évidemment n'est pas du goût de la classe politique israélienne. Il y a de vives condamnations. Il y a eu d'autres affaires récemment avec un match de football qui a très mal tourné parce que le nationalisme s'est invité au cours du match. C'est le match Serbie-Albanie comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2016. Bref, à chaque fois donc que la politique rentre de manière aussi importante dans le sport, ça se passe mal. On va en parler avec vous, Laurent Siget. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes membre du Parti travailliste. Bonsoir, Boaz Bismuth. Vous êtes éditorialiste au quotidien Israël Hayom. Et puis pour appuyer un petit peu ce débat, on a également cette question qu'on vous a posée, comme chaque jour, concernant justement les relations entre sport et politique. On va voir quelle est justement la tendance chez nos internautes et nos téléspectateurs. On voit ça avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. Et voilà la question que nous avons posée aujourd'hui aux internautes. Le sport peut-il être utilisé pour influencer la politique ? Alors je vous propose tout de suite de regarder ce qu'ils en pensent. Et comme vous le voyez sur cet écran, c'est le nom qui l'emporte ce soir, à une courte majorité, à 55%. Une majorité des votants pense donc que le sport et la politique ne font pas forcément bon ménage. Il y en a quand même 41% qui pensent le contraire. Et puis 4% de nos votants sont sans opinion à ce sujet. Alors nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux et on commence avec les noms. Tout d'abord on a Georges Boukani pour qui non, le sport doit permettre de surpasser les clivages politiques. Une compétition sportive doit permettre d'oublier les différences d'opinion. Pourquoi ne pas rêver d'un match entre juifs et arabes sans avoir en toile de fond les conflits qui les opposent? À quand un match de foot Iran-Israël? On a aussi un avis qui est partagé par Paul Macundré qui déclare que non, car les amoureux de sport ne sont pas ceux qui suivent la politique. Il y a un temps pour tout, mais sport et politique ne font pas forcément bon ménage. Et l'internaute donne un exemple. Il n'y a qu'à voir la controverse autour de la Coupe du Monde de 2022, initialement prévue au Qatar. On se sert du sport pour promouvoir un pays qui fait polémique. Ce n'est pas normal. On passe au oui avec tout d'abord Nejmed Fass, qui à l'inverse donne l'exemple du tournoi de ping-pong sino-américain qui a permis selon lui, une normalisation entre les deux pays en 1971. Dans le cas d'Israël, le sport pourrait peut-être influencer une politique de réconciliation, selon cet internaute. Et enfin, on termine avec l'avis de Nadine Darmon. Oui, il est impossible de séparer le sport de la politique. Depuis qu'on a décidé d'organiser des compétitions où les pays sont représentés avec leur drapeau, il est tout à fait logique que la politique s'en mêle. Le sentiment nationaliste qui habite les sportifs avant un match témoigne à lui seul du lien entre politique et sport. Voilà, Jean-Charles, pour l'avis de nos internautes, assez divisés ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités. Et puis je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci beaucoup, Julia Ganancia. Alors, est-ce que c'est une tempête qui est dans un verre d'eau, une tempête nécessaire, Boaz Bismuth, ce qui se passe actuellement, par exemple, avec ce club israélien? D'abord, il faut toujours se situer. Nous sommes dans un lieu, dans un endroit au monde où il y a toujours des tempêtes, finalement. Mais là, cette tempête-là, comment dire, c'est franchement une tempête créée par le club arabe, le club arabe israélien de Bnei Sakhnin. Un club, au contraire, qui est très populaire en Israël. Un club qui était même un modèle, justement, dans lequel il y avait juifs et arabes qui jouaient ensemble, juifs et arabes israéliens bien sûr tous les deux, un club en 2004 qui a gagné la Coupe d'Israël et qui avait la sympathie du public. Beaucoup de supporters israéliens étaient justement juifs, je parle, étaient pour Bnei Sakhnin dans cette même finale, je me souviens très bien. Sauf que les dernières années, je ne sais pas ce qui se passe dans ce club de Bnei Sakhnin, il y a de leur côté, je trouve, hier ce qu'on a vu, c'est un petit peu une provocation. Alors il faut savoir une chose, c'est que Bnei Sakhnin les dernières années, les supporters déjà, lorsqu'ils arrivent avec le drapeau de Palestine, très franchement, question d'interrogation, avec des panneaux du genre Jérusalem est à nous. Là, encore une fois, est-ce que dans le sport, est-ce qu'on a des matchs de foot, il y a une place à une telle chose? Et je pense qu'hier, c'était vraiment le summum, dans le sens où Azmi Bishara, quand même un député israélien, que franchement a contribué, et si vous voulez, à la mort de civils israéliens, puisqu'il est parti dénoncer ou justement aider le Hezbollah pendant une guerre en 2006, justement, où il faut justement envoyer le roquette. Je pense que c'est un consensus. Ce qu'ils ont fait hier, c'est scandaleux, c'est choquant. Et peut-être, je voudrais penser, parce que j'aime bien ce club et je le trouve sympathique,
dramatique, je voudrais penser que c'était vraiment une bêtise et pas quelque chose qui a été fait exprès, sinon vraiment c'est dramatique comme histoire. Donc on rappelle qu'on lui a rendu hommage avant un match parce qu'il a aidé à obtenir justement de l'argent dont avait besoin ce club en provenance du Qatar. Est-ce que c'est ça aussi? Une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec mon ami Boaz. Il est clair de toute façon que toute la situation actuelle est hypocrite parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il lui fallu régler le problème en amont et pas en aval. Tout le monde sait que le stade de Sakhnine s'appelle Doha, qu'il est financé par le Qatar. Moi, je ne comprends pas comment un club israélien permet à un pays avec lequel nous n'avons pas de relations diplomatiques de financer un club de sport israélien lorsqu'on sait qu'à l'autre côté, le Qatar finance le Hamas. C'est une situation qui est problématique. Il finance beaucoup de choses aussi. Oui, mais d'accord, mais lorsqu'il finance... dans d'autres pays. C'est vrai, mais lorsqu'il finance un club en France, le Hamas ne tire pas des missiles sur la France. Lorsqu'il finance un club en Espagne, le Hamas n'attaque pas les Espagnols. Ici, il y a une problématique du fait que c'est un pays avec lequel nous n'avons pas de relations diplomatiques, économiques, de façon officielle, tout au moins. Et c'est un vrai problème. Maintenant que la politique et le sport soient liés, je me souviens très bien lors de la finale France-Algérie, que les Algériens, qui étaient censés être des citoyens français, ont levé les drapeaux algériens pendant la finale entre la France et l'Algérie, que Chirac s'en était offusqué. On n'est pas au premier coup d'un mélange entre la politique et le sport. C'est quelque chose qui est très... On a vu ça maintenant entre la Serbie et l'Albanie, entre l'Albanie et la Serbie. La Serbie, le sport est toujours mélangé à la politique. C'est inéluctable, on ne peut pas l'empêcher. Vous savez, dans votre débat de ce soir, justement, c'est le sport et la politique, est-ce que ça peut contribuer? Tout est une question d'état d'esprit. S'il y a une volonté, comme par exemple ce fameux tournoi de ping-pong entre sino-américains, à l'époque, il y avait cette volonté. Donc bien sûr qu'un match de foot est favorable. Souvenez-vous, Coupe du Monde en France 98, à Lyon, le match États-Unis, Iran. État d'esprit, les Iraniens gagnent 2-1 et les Américains sont contents parce qu'on est dans un état d'esprit où on veut surpasser le conflit, y compris de la part de la population civile iranienne. On est dans un autre état d'esprit. Là, ça dépend ce que l'on veut. Israéliens et pays arabes. Le nombre de fois, j'étais en 4 années en Mauritanie, Dieu seul sait le nombre de fois que je voulais amener l'équipe d'Israël là-bas et le nombre de fois qu'on m'a dit non merci. Même quand c'était des entraîneurs israéliens juste pour passer des stages, la réponse c'était très gentil, un oui, mais dans une date ultérieure. Pour revenir un peu à Bnei Sakhnine, qu'est-ce que ça prouve justement cette histoire? En 2004, cette équipe gagne la Coupe d'Israël, quand on a ce stade de Doha. À l'époque, on avait des relations diplomatiques avec le Qatar, jusqu'en 2008, jusqu'à plan endurci, il ne faut pas oublier. Et que c'est vrai que l'on parle beaucoup de Qatar seulement à partir de cet été. C'est vrai que le Qatar est un pays, malheureusement pour moi, fréquentable dans le monde entier. Et donc Israël, si vous en le veut ou pas, subit un petit peu cette communauté internationale. N'oubliez pas encore, l'équipe que les Israéliens aiment le plus, malheureusement, c'est pas Liverpool, c'est Barcelone. Barcelone subventionné par le Qatar. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais alors il ne faut pas non plus que M. Lieberman vienne et dise alors ça ne va pas. Si vous ne voulez pas qu'il y ait un financement politique, un financement. Non, mais le problème n'est pas Qatar. Le problème dans cette histoire, je suis désolé. Le débat ce soir, le problème ce soir que nous avons avec Bnei Sakhnine, c'est pas Qatar. Le stade s'appelle Doha. Au contraire, les Israéliens sont beaucoup plus laxistes que vous croyez. Le problème qu'on a, c'est qu'un traître. Donc vous voyez, on nous juge d'être. Au contraire, on est beaucoup plus laxistes. Le fait, c'est pas Qatar. Qatar, ils veulent Qatar, que ce soit Qatar. Le fait, c'est Azmi Bishara. Azmi Bishara, un traître qui est responsable à la mort d'Israéliens. Et vous allez lui donner qui est parti vivre au Qatar et dont l'argent que vous savez les débats. Mais une des raisons pour laquelle on n'est jamais d'accord sur les débats, c'est que vous savez très bien ce que je pense de mes voisins et que je n'ai pas beaucoup d'espoir de mes voisins. De ce point de vue-là, il faut quand même appliquer une certaine... Il n'y a aucune logique. Ça prouve qu'Israël est l'argent qui est arrivé par... plus tolérante que l'on veut. Non, c'est pas la tolérance, c'est de l'incompétence. Ça n'a rien à voir entre l'intolérance et la compétence. C'est l'incompétence. C'est pas une incompétence du tout. Il ne fallait pas accepter ça. Attendez, lorsque vous êtes une équipe israélienne et que vous déposez votre budget au sein de la Fédération israélienne de football, si moi je veux acheter un club, je dois dire exactement chaque franc d'où il vient. Donc ils le savent, quoi. Maintenant, quand j'entends il fait l'étonner, la Lieberman, il dit c'est pas normal, Azmi Bishara c'est l'envoyé du Qatar. Azmi Bishara en tant que soi n'a pas d'importance. C'est un traître de toute façon. C'est un député israélien antisioniste qui est parti vivre au Qatar après avoir trahi le pays
en soutenant le Hezbollah. Donc je veux dire, mais il est au service du Qatar. Il n'est pas au service de ma grand-mère, il n'est pas au service de mon père, il est au service du Qatar. Donc je veux dire, Azmi Béchara, c'est un pion. Le problème, c'est qu'il est financé. Le million et demi de dollars qu'il a fait donner à Sahni, c'est pas de sa poche. La coupe n'a pas été donnée au Qatar. La coupe a été donnée à Azmi Béchara. C'est un problème de personne, pas d'État en ce moment. Le Qatar, on a un problème avec le Qatar. Bien, si les Arabes israéliens veulent regarder le Qatar comme un pays, un pays donateur, un pays qui les aide beaucoup. Au contraire, nous, Israéliens, Arabes israéliens, vous faites le choix. Ça, par ailleurs, moi, j'ai mon jugement à moi. Ça, je le garde pour moi. Mais en tant qu'Israélien, je peux comprendre très bien qu'un Arabe israélien est aussi un Arabe. Donc, il peut avoir aussi ses préférences, malheureusement, dans certaines choses. Le problème n'est pas que l'argent soit arabe. Le problème est qatari. Aujourd'hui, même en France, il y a aujourd'hui un débat. Il y a un débat aujourd'hui en France. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Vous savez, je veux dire sur le Qatar. Sur le fait que ce soit le Qatar qui achète des clubs de foot, mais d'un autre côté permet à des djihadistes de partir en Syrie qui vont revenir faire des attentats en France et ils achètent des clubs de foot tout en finançant des gens qui vont faire des attentats dans le pays dans lequel ils ont acheté un club de foot. Il faut quand même une logique dans les choses. Sinon, ne vous attendez pas que je sois maintenant l'ambassadeur du Qatar ici. Vous savez, moi j'étais ambassadeur en Mauritanie. La raison pour laquelle on n'a plus d'ambassadeur à Nouakchott, c'est à cause du Qatar. Moi je suis de ceux que tout cet été j'expliquais à mes amis à l'étranger que le Qatar c'était quoi? C'est le pompier et le pyromane. Sauf qu'aujourd'hui le Qatar non seulement donne de l'argent à des équipes de foot à travers le monde et va organiser une Coupe du Monde, mais en plus je pense que même aide les banlieues parisiennes, n'est-ce pas? Parisiennes. Donc franchement pour moi, je ne veux pas être l'avocat du Qatar. Sauf ce que j'essaie de dire un petit peu aujourd'hui, c'est regarder un petit peu à quel point notre État voulait dire qu'on est incompétent ou idiot, à quel point nous sommes laxistes. Moi j'aurais préféré le contraire. Mais dans cette histoire-là, non. Alors Israël qu'on prétend pays raciste, pays de droite, pays extrémiste, regardez à quel point on est un pays laxiste. On est toujours laxiste là où il faut pas, au lieu d'être efficace là où il faut l'être. Qu'est-ce que vous démontrez aujourd'hui? Qu'on est un pays beaucoup plus laxiste. Sauf que l'équipe de Bnei Sachin a utilisé ou abusé de la tolérance de la part des Israéliens pour amener ça au plus loin possible. Et là, il y a un moment où on dit non. Mercredi, je pense qu'ils vont être entendus, écoutés. On ne pourra pas malheureusement leur récupérer leur coupe. Encore une fois, comme je veux continuer avec de bonne volonté, on ne va pas leur annuler leur coupe de 2004 parce qu'en 2014, ils sont idiots. Encore une fois, non, mais laissez-moi juste terminer. Je vais juste dire une chose, c'est que j'ose espérer, parce que le maire de Sachin, Ghanem, est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Les Arabes israéliens sont des Israéliens. Et franchement, je ne veux pas penser qu'en chercher, on regardait un peu trop loin. Je veux espérer que c'était la cause et simplement de la bêtise. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit de toute façon dans les clubs de football, il y a très souvent, et en Israël on le voit aussi, une couleur politique qui influence, il y a des rivalités. Mais bon, en Israël c'est aussi dû moins qu'avant, mais en Israël c'est dû historiquement au fait que les partis politiques qui ont été créés à la base, à la création de l'État d'Israël, avaient chacun leur... droite libérale. Il y avait la droite libérale Maccabi, il y avait Apoel pour les socialistes, il y avait Betar pour la droite révisionniste. Bon, c'est quelque chose qui est historique. Bon, maintenant ça a quand même moins, vous pouvez être de gauche, il y a regardez, j'aime bien Paul Kfar-Saba, équipe travailliste, imagine. Et je connais plus d'un député travailliste qui sont pour Maccabi, donc vous pensez qu'ils ne perdent pas des voix aux élections à cause de ça. Le problème n'est pas là. Si on refait la chose à l'envers, c'est-à-dire est-ce que le sport aujourd'hui peut aider justement à faire oublier les dissensions politiques? Est-ce que vous avez l'impression que dans cette région-là, ça pourrait jouer un rôle? On pense au conflit israélo-palestinien ou pas? Parce dans le monde entier, ça peut fonctionner. Quand ça arrive à Israël, regardez la preuve de Sakhnine est un excellent exemple. Quand je vous ai parlé, et bien sûr, je peux aussi évoquer des équipes israéliennes. Regardez un match comme Sakhnine et Betar Yerushalayim, Betar Jérusalem, à quel point c'est des matchs à risque. Donc malheureusement, mais Betar Jérusalem, c'est un match à risque même pour les équipes juives. C'est pas seulement un match à risque pour les équipes. C'est un match à risque pour tout le monde. Magnifique équipe. Entre Apoel Tel Aviv et Betar Jérusalem, vous avez la même défiance. Non, vous savez, je suis le foot israélien depuis 45 ans, y compris dans les stades. Je suis supporter d'Apoel Tel Aviv, je peux vous dire. Donc bien sûr que vous allez dire ça sur Betar Yerushalayim. Vous voyez le débat comment il arrive. Mais monsieur est parti pris. Je vais juste dire une chose, c'est que tout dépend bien sûr de quel état d'esprit. Au Moyen-Orient, à l'heure actuelle, avec ceux que l'on voit malheureusement, des matchs, encore un match, ou pourquoi aller loin? Regardez, j'ai couvert en tant que journaliste sportif à l'époque, par exemple, il y a une quinzaine d'années, un match de handball aux Pays-Bas, entre Israël et Égypte. Très rare les matchs comme ça. Croyez-moi, c'était, je ne sais plus déjà dans quelle occasion c'était, 50% des joueurs d'handball israéliens devaient se faire à la fin du match soigner. Donc c'était pour montrer à quel point on est encore très très loin d'avoir des matchs calmes, d'avoir quel match style Valenciennes-Beauvais.
Ouais. Donc ça, c'est pas encore au menu. Vous avez l'impression que ça peut jouer un rôle ou pas si ça on peut, essaie mais par comme le sport ça, de rapprocher. ça dépend. S'il y a une volonté politique des deux côtés pour que ça joue un rôle positif, comme on l'avait dit à l'époque des Américains et des Chinois, ça peut jouer un rôle positif. Maintenant, en général, le sport, du point de vue supporter, violence, etc., ça joue pas beaucoup un rôle positif quand vous voyez que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, partout. Il y a de la violence. Il n'y a que les Anglais qui ont réussi à... 1974, finale de la Coupe d'Asie. Israël arrive à finale parce qu'on était, avant, on n'était pas en Europe. En Asie, on avait plus de chance. On jouait contre la Corée de l'époque, Cambodge, tout ça, et on gagnait grâce à ça. Finale contre l'Iran en Iran. On n'est pas encore à la révolution islamiste. Il y a encore le Shah, donc ami d'Israël, et là qui arrive, on achète leurs pistaches. Nous sommes en 74. Les joueurs israéliens sont terrifiés. 1-0, un but contre son camp. Et les joueurs israéliens qui racontent après qu'avant le match, tout ce qu'ils voulaient, c'est perdre et rentrer chez eux tranquillement. Parce qu'ils n'avaient pas pensé à l'enjeu. Voilà. Ben voilà. En tout cas, ça montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci à tous les deux. Merci Boaz Bismuth, merci Laurent Siget. Donc merci à propos de cette polémique sportive dont on suivra les développements. Mais c'est vrai que c'est très récurrent dans le sport ces derniers jours. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, ce sera le professeur Carlo Strenger. On parlera justement de ces mots psychologiques qui rongent peut-être le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Il sera l'invité du Grand Direct dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite.